Votre mémoire vous fait défaut et vous avez peur de louper un rendez-vous. Pas de souci, il y a une application pour s'en souvenir à votre place. Vous n'êtes pas sûr de savoir ce que vous avez dans le frigo et vous vous trouvez trop loin pour aller l'ouvrir. Pas de souci, il y a une application pour vous expliciter son contenu. Vous n'avez pas d'idée pour le cadeau d'anniversaire de votre conjoint. Rentrez ses identifiants biométriques et une application s'en chargera pour vous. Ayez confiance. Mettez-vous entre les mains des machines. Croyez les algorithmes et munissez-vous de tous ces outils de bienfaisance. Vous vous souvenez de la séance d'exercice sportif imposée à Winston à son réveil dans 1984? Nous en sommes tout près. À force d'être assisté dans la moindre de ses actions, l'homme moderne a perdu tout retour critique sur l'innovation technologique, s'est coupé de son environnement d'origine et a oublié que son bien-être passe par bien d'autres aspects que le confort et la consommation. Au-delà, il s'agit de la baisse de notre niveau d'engagement physique et intellectuel dans nos actes du quotidien et de l'incitation à la paresse. N'importe qui, jusqu'à la génération née dans les années 90, connaissait au minimum une dizaine de numéros de téléphone par cœur et prenait le temps de les taper sur un clavier. N'importe quel père de famille avait des notions de mécanique et était capable de quelques réparations d'usage sur sa voiture. L'écoute du nouvel album d'un artiste était un moment d'immersion et de concentration intense, et la passion pour un domaine précis impliquait curiosité, qualité de patience, goût des échanges et plaisir de la recherche. L'abondance, l'hyperconnexion, le diktat d'un mode de vie incitant à l'empressement, les pistes sont nombreuses pour expliquer notre abandon progressif du naturel et de notre capacité à nous émerveiller. Bienvenue dans Forza, un espace de débat unique en Corse. Forza, 4e édition, en partenariat avec Réondé Yanouza, le pass sanitaire ne nous fera pas taire. Voilà, nous avons ce soir un invité spécial. Alors nous sommes, comme d'habitude, dans le QG de campagne de Magaé, Tori à Casalec, rue Bonaparte, chez notre ami André. Ce soir, un thème qui, je sais, lui tient particulièrement à cœur. Alors Maga, je ne sais pas si tu nous entends. Apparemment, nous, on ne t'entend pas. Je vais remettre. Je vous entends, cher ami. Ça y est. Oui, je voulais te demander d'abord de manière peut-être un peu provocatrice, mais est-ce que lundi, à l'annonce du Conseil constitutionnel, on va avoir la surprise, ils vont nous dire que tu es le 13e candidat officiel sorti du chapeau pour la présidentielle? Non, alors justement, effectivement, c'était une des raisons pour lesquelles je souhaitais intervenir ce soir, puisque il n'y aura pas, nous n'avons pas atteint le quota de parrainage. Donc, de ce côté-là, l'aventure va s'arrêter ici. Quoi qu'il en soit, pour nous, le job est fait, hein, puisque l'objectif était simple, hein, c'était de réagir par rapport à cette injustice de jauge, cette injustice de passe sanitaire, et de réagir par rapport à ce passe-droit qu'on nous édite, et en l'occurrence qu'on nos hommes politiques. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, pour entrer à l'Assemblée, il n'y a pas besoin de passe sanitaire. Il faut croire que le Covid s'arrête aux portes de l'Assemblée. Donc, ce n'est pas la peine de revenir sur tout ce qui s'est passé pendant 2 ans d'invraisemblable, mais en tous les cas, nous, ce que nous avons fait avec le parti d'en rire, nous tous, vous, Ajaccio, et dans toute la France, cette réaction a démontré que nous avions une capacité de résistance, que nous étions vivants, que nous, individuellement et collectivement, il était possible de mener des actions. Nous l'avons fait, et pour ça, je peux que vous féliciter à tous, et je suis vraiment heureux d'avoir mené cette action. Maintenant, la question, c'est la suite. La suite, quelle est-elle? Alors, on a discuté tout à l'heure avec André, on a discuté avec pas mal de monde. Il y a plusieurs possibilités. Soit on fait confiance au gouvernement et on dit « Ok, super, grâce à Poutine, comment dire, la crise du Covid est enfin terminée, on a fini avec ces plaisanteries et on passe à l'étape suivante. » Deuxième possibilité, le Covid, comme par miracle, revient au mois de septembre. Et là, on remet le couvert sur tout ce qui s'est passé pendant 2 ans.
Et troisième possibilité, ça c'est un peu moins clair parce qu'on n'a pas de visibilité sur ce qui va se passer sur les cartes, c'est que effectivement il puisse se passer des choses pendant la législative, il puisse se passer des choses pendant l'été, et ça au jour d'aujourd'hui, on ne peut pas encore dire qu'est-ce qui va se passer. Donc en fait, ce que je voulais vous dire ce soir, et peut-être l'idée sur laquelle il faudrait réfléchir à un moment donné, vous m'entendez bien là? Un peu loin, mais on va faire avec. D'accord. Donc, l'idée sur laquelle il fallait réfléchir dès à présent, c'est de se donner la possibilité, si dans les jours à venir ou dans les semaines à venir, on s'aperçoit que les choses prennent une mauvaise direction, c'est de ne pas s'interdire en tous les cas de participer aux législatives. Voilà aujourd'hui où on en est. Et quand je dis aux législatives, moi, il y a quelque chose sur lequel je veux vraiment insister, parce que depuis quelques mois, il y a vraiment quelque chose qui me pose un problème. Vous m'entendez toujours ou pas? On t'entend même mieux là, ça y est. Ah, alors on ne bouge On plus. a branché les cerveaux et on s'est rappelé qu'on pouvait relier Bravo. l'ordinateur à la. Bravo. Donc, je vais être bref, hein, mais vraiment, aujourd'hui, ce qui pose un réel problème, c'est qu'il y a des personnes qui portent la parole publique et ce ne sont pas des personnes qui sont, on va dire, issues, on va dire, du peuple. Donc, aujourd'hui, comme avant, on a besoin de chefs, on a besoin de personnes providentielles. Et c'est faux, c'est entièrement faux. Individuellement et dans nos rangs, il y a des gens qui peuvent porter la parole et c'est là-dessus qu'il faut miser. Il faut arrêter d'attendre les hommes providentiels ou les femmes. Il faut vraiment, à un moment donné, qu'on se responsabilise et que dans nos rangs, il y ait des gens qui sont en capacité de réagir, de donner l'exemple, de donner l'impulsion, de donner la motivation. Et à partir de là, il y a des choses qui vont se décanter. Donc, la chose, vraiment, soyons vigilants sur ce qui va se passer dans les semaines à venir. Quelle tournure va prendre cette élection présidentielle? Quelle tournure va prendre législative? Qu'est-ce qui va se passer dans l'été? Est-ce qu'il va y avoir des manifestations? Est-ce que le pouvoir va réagir ou pas? Voilà, tout ça, il faut vraiment être attentif et ne rien s'interdire, en fait. Tout en restant dans les clous, tout en faisant les choses pacifiquement et continuer à porter cette parole de liberté que vous avez, vous, tous les samedis et depuis des mois et depuis bientôt 2 ans, portée collectivement. Voilà, mon propos, c'était ça. Voilà, et puis c'est l'axe de cette participation dans cette émission aussi, c'est de dire la parole n'est pas qu'aux experts en expertise, tous les citoyens peuvent être éveillés sur les sujets, s'interroger sur la vie politique au sens noble du terme, la vie de la cité, et c'est ce qu'on essaye de faire au-delà donc de cet os à ronger qui a été le Covid pendant 2 ans, parce que finalement, ce serait aussi un piège de rester que là-dessus, parce que là, on se voit autour de nous, on voit qu'il y a des gens qui disent « Ah, ben maintenant, hein, qu'est-ce que tu vas dire le 14 mars, c'est pris voilà, qui n'ont pas compris la mécanique derrière qui va bien au-delà du traitement de ce virus. Et voilà, ce soir, spécialement sur le débat de ce soir, je pense que pour avoir lu ton programme, tu es concerné aussi au premier ordre, pour ce qui est du rapport de l'homme à son environnement, au monde animal, savoir revenir aux choses simples, en fait, et des fois que l'actualité va nous y pousser, de toute façon, avec ce qui se passe au niveau de l'augmentation des prix, etc. Il va falloir revenir notamment aux achats directs de producteurs à consommateurs, je pense à des choses comme ça, ou à des systèmes d'écolieux. On en parlera peut-être tout à l'heure. J'espère que Patrick soit là. Patrick est assez calé sur la question, bon, peut-être qu'il va arriver tout à l'heure. Donc toi, après, spécifiquement sur le monde animal, je ne sais pas si tu voulais réagir. Non, parce que aujourd'hui, on est sûr de quelque chose, c'est que la Terre est ronde. Excusez-moi de cette lapalissade, mais parce que donc, le soir du premier débat, on avait quelqu'un qui soutenait que la Terre était plate. Hein. Notre ouverture d'esprit va jusque-là ici. Et donc, on est certain aujourd'hui que la Terre est ronde.
on est certain aujourd'hui qu'il y a une finitude, on est certain que les énergies, que la Terre n'est pas exploitable indéfiniment, et à un moment donné, effectivement, il va falloir connaître et savoir au sein de cette 6e extinction majeure de la biodiversité, quelle est notre place, nous les humains, quelle est la place de l'environnement et quelle est la place des animaux. Donc ça, à un moment donné, il faut que nous, collectivement, on commence à réfléchir là-dessus. Et quand je dis on commence à réfléchir, on ne nous a pas attendu pour réfléchir. Il y a des gens qui réfléchissent. Mais il faut que nous, citoyens, à un moment donné, comme tu l'as dit si justement, Emilia, on puisse s'emparer de cette parole et dire ce qu'on a à dire. Et force est de constater, et je suis sûr qu'on va le découvrir encore ce soir, qu'il y a des gens qui ont des choses à dire et des choses de valeur. Donc, à un moment donné, la parole, elle ne peut pas toujours partir du haut et aller vers le bas, mais elle doit être diffusée très largement. Et c'est ce que vous faites, et c'est essentiel. Et à mon avis, et c'est pour ça qu'on est intervenu, il n'y aura pas de liberté et il n'y aura pas de combat plus important que la liberté d'expression. Parce que si on nous confisque cette liberté d'expression, comme ça a été fait, comme ça a été fait enfin, ça a été absolument épouvantable pendant ces 2 années, toutes les autres causes vont passer derrière, en fait. Si à un moment donné, on ne peut pas s'exprimer, ou si à un moment donné, au contraire, on nous laisse nous exprimer, mais cause toujours, il va falloir trouver d'autres solutions. Et ces solutions, à mon avis, elles passent par des initiatives comme celles que vous avez prises à travers cette organisation que vous avez mis en place à Ajaccio et qu'on retrouve ailleurs également. D'accord, donc je vais peut-être donner la parole à quelqu'un qui voudrait ouvrir donc, sur le thème de cette nécessité de se reconnecter au naturel. Donc on a des promesses, face aux promesses de lendemain qui sont aujourd'hui l'identité numérique, le méta-univers. On n'entend parler plus que de ça, que ce soit les objets connectés et tout le reste. Donc quelle serait la priorité en fait, si vous voulez, pour revenir vers ce naturel et changer notre rapport, notamment à la consommation. Je ne sais pas si c'est quelqu'un qui veut ouvrir le courageux du début. Walter, je te vois bien dans ce rôle, toi. Si, tu avais été particulièrement brillant. Alors, normalement, on a le câble assez long. Maga m'avait dit, si tu peux après te rapprocher. Tu me diras, Maga, si tu arrives à entendre. Hein. Là, pour l'instant, ça va. Le micro, il est assez puissant. Voilà, autrement, Emilien. Oui. Si ça ne t'embête pas, si c'est possible dans votre organisation, tu n'as qu'à mettre quelqu'un, la personne qui va parler à ta place. On va voir. On va voir si le câble est assez long. Oui. Alors, bonjour, je m'appelle Julia, j'ai 40 ans et je suis musicienne de professionnelle. En fait, voilà, moi, mon mari est corse, je vis en Corse dans la maison de sa vie pendant les vacances. Je vais apporter un témoignage, en fait, parce que je n'ai pas de solution, évidemment, par rapport à ça. Je vais juste parler de mon expérience sur ces 2 dernières années et de la discussion que j'ai eue aujourd'hui même, que j'ai tous les jours avec ma fille qui a 11 ans. Et qui est on a des bonnes discussions. Donc, c'était super aussi. Alors, en fait, donc, pour récapituler, on avait c'est un peu comme dans la chanson que tu as fait passer au début, là. C'est-à-dire que cette course, on était à Paris, donc la course de la vie, quoi, on l'a joué, on jouait le jeu, comme on dit, mais en fait, ça ne nous rendait pas heureux, finalement, même si on s'en sortait bien. Donc, on avait un désir de revenir vivre plus au milieu des arbres, dans la nature, en Corse, parce qu'on avait cette occasion, cette possibilité, mais on ne le faisait pas parce que on était toujours relancé par la course. Et donc, en fait, le Covid, le confinement a été très, très bénéfique pour nous parce que là, ça nous a permis le jour où on a été libre de passer 100 km, le jour, enfin même la veille, on est parti, on avait tout préparé, la voiture, on est parti. Et on s'est installé.
Et là, il y a eu plusieurs réflexes. Moi, le premier réflexe que j'ai eu, en fait, puisque ma fille est allée à l'école en septembre, à l'école du village, et des parents qui sont venus me voir en me disant, oui, vous êtes musicienne, ben, on aimerait bien, nos enfants n'ont pas d'activité en périscolaire, parce qu'on est un peu loin de tout. Alors, c'est ce que je voulais, en fait. Donc, j'étais extrêmement heureuse qu'on vienne me demander ça. Et donc, j'ai donné des cours. Donc, j'ai donné des cours. Je n'ai pas vendu des cours. Pour les enfants, parce qu'ils ils venaient d'être confinés, on les scanne pour qu'ils rentrent à l'école. L'année dernière, je ne sais pas si c'est toujours le cas cette année, mais on prend la température. Moi, j'appelle ça une espèce d'apprentissage au scannage. Bon, ils portent le masque. C'est mon opinion personnelle. Hein, je parle que en mon nom. Il explique toutes les distanciations sociales à l'école, etc. Moi, ça m'a donné envie de vomir parce que je voulais parler à la maîtresse, alors c'était pas possible parce que la nuit, elle était complètement tenue par son administration et les parents, ils étaient d'accord avec moi, mais paralysés. Donc, on a tenu l'année comme ça. Alors, les enfants, toute l'année, sont venus 2 fois par semaine chez moi faire de la musique ensemble, en groupe. On a fait des anniversaires, etc. Ils ont porté le masque à l'école. Ils ont été... Et en juin, ils les ont testés et aucun n'était positif. Donc, c'était quand même, c'est quand même énorme. Et on continue quand même, ils ont continué quand même tout. Enfin bon, l'histoire, vous la connaissez. Donc, moi, ma décision après, c'était fini l'école. Parce que, voilà, c'est pas. Il y a déjà pas mal de choses qui vont pas. Si on rajoute les gestes barrières, on n'est plus dans l'ouverture, on est dans la fermeture, l'individualisme. Et c'était pas du tout ça que j'étais venue chercher loin de Paris. Donc, tout ça pour dire que après, alors ma fille, je l'ai sortie du système scolaire et elle est maintenant au CNED. Et alors, moi, j'ai moins de travail qu'avant, parce que, évidemment, j'en ai toujours un peu, je joue toujours de la musique, j'enseigne à des adultes aussi, j'ai quand même de l'activité, mais beaucoup moins. Mais j'arrive à vivre hein, très bien. J'ai beaucoup moins de besoins qu'autrefois, donc tout va bien. Et par contre, j'ai été étonnée. Aujourd'hui, je me rendais compte qu'aucun parent qui était plutôt de mon avis n'est venu me voir en me disant comment ça s'est passé, comment tu as fait pour la sortir, est-ce que ça se passe bien et pourquoi pas nous et pourquoi on se mettrait pas ensemble. Moi, j'aurais aimé ça. J'aurais aimé qu'on essaye de trouver d'autres parents et qu'on fasse ensemble. Même si je suis pas en recherche, hein, j'ai pas ma fille. On n'est pas en manque de socialisation, mais il n'y a pas eu de voilà. L'expérience de ma fille, c'est que c'est génial le CNED. On fait plein 10 milliards de choses qu'elle faisait pas à l'école puisqu'elle finissait à 16h30 et qu'elle s'ennuyait dans un cours de récré. Maintenant, on fait beaucoup plus de musique, on fait du jardinage, on fait beaucoup de jardinage, on plante des arbres, on bricole, son père est bricoleur, il répare les voitures, elle fait plein de trucs, elle regarde, elle observe, voilà. Et voilà. Mais elle fait un peu d'écran aussi. Parce que des fois, il faut que j'ai un peu de temps pour moi aussi, donc elle est un peu sur les écrans, en gardant évidemment un esprit critique parce qu'on en parle beaucoup. Quand elle regarde un film, j'essaie de regarder avec elle parce qu'on peut avoir une discussion avec. Parce qu'en fait, ce que j'essaie de dire, c'est que de beaucoup parler aux enfants, beaucoup parler parce qu'en fait, elle, ses amis, ils sont déjà tous sur TikTok. Voilà. Et en fait, elle se sent un petit peu, elle commence à se sentir un peu exclue quand elle voit ses copains parce que, mais elle les trouve très, pas intelligents. Enfin, c'est pas un truc qu'ils partagent entre eux de découverte, de curiosité. C'est voilà. Donc, on parlait de ça, de cette espèce de... Bah, c'est un peu l'adolescence aussi, des fois, on est exclu du groupe, mais en même temps, être exclu d'un groupe de cons, c'est pas très grave. Il faut l'assumer jusqu'à l'âge adulte, quoi. Après, ça va. Enfin, moi, c'est comme ça que je le vois. Mais donc, tout ça pour dire que le retour à la nature est très difficile. C'est un désir que je pense ici on a certainement, parce qu'on est venu à la discussion, parce qu'on est le système de confort total est de plus en plus grand. Bah, on commence à comprendre que ça nous a pas rendu heureux. En fait, ça nous rend pas heureux, ça nous donne on est un peu malade, on est un peu tué.
Donc, mais par contre, le retour à la nature, c'est super violent, quoi. C'est renoncer à beaucoup de choses et puis travailler beaucoup, beaucoup, beaucoup. C'est un travail de 6 heures du matin à 18 heures, quoi, si on veut un tout petit peu d'indépendance alimentaire, un tout petit peu. Tout en ayant un peu de culture, en faisant du sport, en faisant voilà. Tout seul, c'est évidemment impossible. Il faut être en groupe, en collectif. Mais je pense, par contre, qu'en collectif trop grand, alors là, je m'adresse à monsieur parce que je me demande si quand on est un trop grand nombre à chercher cette libération de confort, là, est-ce qu'on ne devient pas un danger et du coup une cible à écraser par ceux qui insufflent, enfin, ceux qui veulent qu'on aille dans le sens des grandes technologies. Voilà. Donc, est-ce qu'il ne faut pas rester discret malgré tout, mais en même temps, voilà, c'est je n'ai pas de réponse à ça, j'ai pas de réponse. Mais je pense que tout seul, c'est pas possible. Voilà. Ouais, effectivement, à notre petite échelle, c'était le projet notamment par ce groupe Telegram créant des liens et toutes les idées qu'il y a derrière, c'était aussi de faire une petite société parallèle avec une ambition modeste, voilà, à l'échelle locale, et pour apprendre, parce que des choses qui finalement, voilà, je prenais l'exemple de l'éducation nationale, où sont dans l'éducation nationale, où est-ce qu'on nous apprend les cours de la botanique, le plaisir du terroir, la fierté du terroir, mettre en avant l'intelligence des mains, quoi. Moi, je sais que j'ai grandi, j'étais collégien dans les années 90, et c'était notamment maîtriser le bac professionnel. Il fallait absolument faire un bac général. Et finalement, ça s'aperçoit qu'on a des pénuries dans le savoir-faire, voilà, que ce soit plomberie, enfin tous les métiers du BTP, etc. Et tout. En quoi c'était honteux, ça? Est-ce qu'il aurait pas fallu le mettre en avant, quoi, justement, ici, cette faille? Et après, on a cette faille aussi par rapport à la culture, qui a tendance à. On a tendance à réduire la culture à l'art quand on en parle, que ce soit dans les milieux sociaux ou à l'école ou n'importe quoi. C'est rarement, la culture, c'est rarement l'histoire, la montagne, l'histoire de son pays. Bon, voilà, on voit plutôt ça comme le cinéma, le théâtre, tout ce qui est très bien aussi. Oui, ça ne se résume pas à ça. Voilà, je vais passer à Pierrot si le câble il est assez long. Buonasera a tutti. Io giusto per bene a rispondere di ciò che vengo risenta, come ti mi sentite, di ciò che vengo risenta, i cittadini oggi sono tutti davanti alle tablette, all'ordinatore, tutto quello. E beh, bon. Cioè, sapere si istruisce, sembra che sono ignoranti. Arriva la stagione, la persona si faccia la parete, impara la parete, se la vuole imparare. Perché oggi a scuola non si impara che merda. Arriva franca e chiara. Non c'è che avere un nome nostro, un ministro dell'educazione, un nome connotato. Boh. Basta così. Allora io vengo i giovani di Francia e di Corsica, ma siamo in Corsica, a più parte sono nati con una cucchiara in argento in bocca. Fai passi, fai passare, fai passi, fai passare. Boh. Oggi ne parliamo micro maschere, ne abbiamo già parlato abbastanza. Di ogni frustieri di ogni paese, per esempio arabe, per esempio rosse, gialle, di tutte le razze. Di ogni con un coltello in bocca, perché con una cucchiara si può mangiare, ma con un coltello fai tutto. E qui l'affare può scambiare. E tanto lì, cosa mangiamo domani? I nostri. Cosa mangiamo? Abbiamo imparato a mangiare, non abbiamo imparato a fare da mangiare. Voilà. Io ciò che già dire per il momento è questo. Perché prima di mangiare, ci ho imparato a fare mangiare. Io mi sono trovato giovane, mi sono trovato a avere i vecchi a fare da mangiare e ho imparato così. Non mi stendo all'antonio Voltorno che mi tabletta e ho imparato a fare da mangiare. Voilà, ciò che voglio dire. Emilien? À savoir que tu es un agriculteur derrière toi, alors
La transition est toute trouvée sur ce thème, non? Emilien, tu m'entends ou pas? Oui, oui. Oui, dis-moi. Emilien? Oui. Ouais, juste un mot. Oui. Juste un petit mot pour répondre, monsieur. Certe volte sono ci imparano iniziare. Stasera, di la prima volta che ho potuto servirmi così dell'ordinatore così a distanza. Ma giustamente ho domandato amicizia perché in principio di amicizia di faccia. Tra di non sappiamo, donc non c'è mica problema e io da faccia conosco la sua parte. Ma stasera ho detto no, a me non mi conviene mica così. Stasera ti chiede qualcosa a fare e io ho volontà di essere con i miei amici e e donc, quand tu vas, tu as dit, imparami. E non si diviene un corrotto, di qui, abbiamo imparato a servirmi di ordinatori e di sa maniera di lavorare. Voilà, donc, giusto per dire ciò che la stessa cosa che voglio, ma l'ho praticato stasera. Quelqu'un qui veut prendre la parole, donc peut-être dans la continuité. On peut élargir évidemment le. C'est un thème qui ne se veut pas figé, hein. Vous comprenez bien qu'il y a des enjeux au-delà de l'alimentation, c'est tout un mode de vie aussi, effectivement. Alors j'ai cherché à avoir quelqu'un qui éventuellement était dans la naturopathie, parce que c'est aussi, pour moi, c'est un sous-thème aussi en temps de Big Pharma triomphant. Tout ce qui est médecine douce et savoir se guérir avec des recettes des remèdes de grand-mère et des choses, des molécules anciennes, voilà, qui remplissent pas forcément les caisses des pharmacies notamment. Donc, je passe la parole à André. Ah ben oui, juste pour un mot sur la confrontation qu'on a aujourd'hui de la société de consommation et de la sobriété. Aujourd'hui, on parle des ordinateurs, on parle du numérique. Qu'est-ce qu'on nous promet? On nous promet la réalité augmentée, comme si elle avait besoin d'augmenter. Quand on regarde le soleil qui se couche, est-ce qu'on a besoin de l'augmenter? Quand on regarde les étoiles dans le ciel, est-ce qu'on a besoin qu'elles soient augmentées? Alors, c'est surtout de dire qu'on est en train de déployer notre rapport à la nature dans des logiques de rendement, d'accélération, d'augmentation, de suraugmentation, de croissance infinie, et c'est quelque chose qui est complètement délirant. Et on se rend compte que finalement, les victimes de ça, c'est la planète, les animaux, nous, nos enfants, nos personnes âgées. Rappelons-nous le scandale qui a commencé à effrayer un petit peu la chronique, qui a été très rapidement oublié. Il faut rester vigilant parce que ça nous concerne tous à plus ou moins long terme. Et donc, ce rapport à la réalité augmentée, c'est un concept qui a quelque chose d'effarant. Effarant dans le sens qu'il fait peur, mais on doit pouvoir surmonter nos peurs, et je crois que c'est pour ça qu'on est là ce soir. André, tu as vraiment abordé le thème principal. Sur le transhumanisme. C'est le fondement de tout ce qui nous arrive en ce moment. C'est-à-dire qu'il y a une oligarchie qui a décidé, des gens qui ont les moyens et qui ont pris le pouvoir sur la Terre, de nous imposer cette façon de voir à travers Netflix au lieu de regarder la réalité en face. Nos enfants ont été complètement pris dans les écrans virtuels et ces gens-là ont même le sentiment, ceux qui nous dirigent à l'heure actuelle, parce que c'est pas nos gouvernements qui nous dirigent, ça c'est des histoires que beaucoup ont compris et que d'autres vont comprendre par la force, qu'il n'y a plus d'État, il n'y a plus de gouvernement. Tout ça est induit par un système imposé par cette oligarchie, par les médias et par le système médiatico-politique qui s'impose à nous.
et ils veulent imposer cette vue des choses du monde de demain, transhumaniste, de l'homme augmenté, et en oubliant ce que nous sommes. Or, ce que nous sommes est l'essentiel, parce que ce monde est créé à partir de nous-mêmes, et nous sommes là, les réactifs de cette tentative de coup d'État idéologique mondial, et nous nous sommes réunis, nous nous sommes retrouvés pour réagir, pour pas réagir, pour exister face à cette volonté de domination et de transmutation de l'humain. C'est fondamental, ça touche à la spiritualité au bout du compte, et c'est en ça que cette affaire est une affaire plus historique. Ce qu'on essaye de nous faire en ce moment par l'histoire de la pandémie qui s'est plantée juste au moment où on s'est aperçu que le vaccin était, enfin le vaccin, l'injection était une catastrophe, enfin était quelque chose de complètement négatif et on n'a pas fini de le voir. Donc il fallait s'en sortir et on avait préparé bien par derrière cette affaire d'Ukraine, comme il y en a d'autres qui sont préparés derrière, tels que même je vais en faire bondir certains sur l'affaire du réchauffement climatique, qui est encore une affaire complètement construite pour nous apeurer, pour nous maîtriser et pour nous faire foncer comme des moutons dans le parc. Alors, Pierrot, merci, on résiste, on va pas rentrer dans le parc des moutons, on est là et on a réagi spontanément tous, on s'est retrouvés comme des frères et sœurs, et c'est très important. De là à envisager ces écosystèmes, tels que les écoles parallèles, pour l'instant, fuir les écoles, hein, qui sont complètement dans cette idéologie politique, et mettre nos enfants à l'abri. Mes petits-enfants, une partie de mes petits-enfants sont à l'abri, sont comme les vôtres, et ils ont fait école à la maison. Et puis maintenant, tous les parents de cette région où il y a mes petits-enfants, ils se sont coalisés et ils fonctionnent ensemble. Ils font des tas de choses ensemble et c'est beaucoup plus riche que ce qu'ils avaient à l'école. Donc déjà, ces écosystèmes se mettent à fonctionner spontanément. Personnellement, on a lancé avec Lily Santine de Bastia ce projet d'écolieux et d'écosystème sur la Corse. Nous avons compris que c'est un monde parallèle que nous sommes en train de créer. Il ne faut pas aussi forcer les choses parce qu'on s'aperçoit que d'aller trop vite, on se perd un peu et puis faut-il encore que la situation soit bien mûre pour que les choses avancent. Mais les idées sont là, les projets sont là, et ce monde nouveau que nous voulons faire, en tous les cas, sortir de cette emprise de ce transhumanisme est fondamental. On a compris et on veut faire ce monde à part. Je reparlerai peut-être après sur les écolieux en Corse et des projets que nous avons, que nous voulons mener, même s'il y a eu un moment, j'avoue, une faiblesse dans notre système, dans nos projets, étant donné que les événements nous ont doublés. Le passage de la pandémie à la guerre nous a déstabilisés et nous avons besoin de nous reconstruire pour savoir ce que nous devons faire et comment le faire. Personnellement, je me suis mis un petit peu à l'abri un moment pour essayer de comprendre ce qu'il y avait à faire et comment agir ensemble. Voilà, je laisse la parole à quelqu'un, on reviendra là-dessus plus tard. C'était trop centré à faire. On va essayer de garder Maga avec nous. Alors, je sais que concernant le... Merci, Wamigo, pour le mal que tu donnes. C'est vraiment, c'est vraiment gentil de ta part. Oh, pas grand-chose. Et en plus, c'est enrichissant même pour les gens qui sont de l'autre côté de l'autre côté de l'écran. Je vous en dirai plus après. Le paradoxe
on utilise l'outil technologique et on est paradoxal, mais bon, on a tous nos contradictions. Concernant le transhumanisme, donc, je sais que Vanina, j'avais préparé quelque chose, parce que la transition est toute trouvée. Par contre, je ne sais pas si vous pouvez peut-être inverser la place avec quelqu'un qui est plus près. Alors, bon, effectivement, je vais rebondir sur, effectivement, cette idéologie d'étal qu'est le transhumanisme. Donc, là, le voile est levé, vu l'émergence de l'intelligence artificielle, de tout ce qui est des GAFAM, tout ce qui est les réseaux sociaux, et bien sûr aussi la convergence des NBIC, c'est-à-dire des nanotechnologies, biotechnologies, sciences cognitives, sciences du computer et j'y ajouterai bien sûr la génomie, la thérapie génique en interférence. Donc actuellement, voilà, l'homme est revu sous tous ses fondements oncologiques, sa condition humaine, sa nature humaine, la vie, la mort, la naissance, la reproduction. Les transhumanistes qui sont en partie des gens qui sont haut placés au niveau des GAFAM, comme par exemple M. Ray Kurzweil, qui est directeur de l'ingénierie de Google. Voilà, donc ils sont aux manettes, ils ont décidé de prendre la main sur tout ce qui est humain. Maintenant, de cette marchandisation totale de tout, même du corps, comme on a pu le voir par exemple par rapport au Covid, on a bien senti que le corps n'a plus d'importance. En fin de compte, donc nous avons l'émergence de trois philosophies, enfin je dirais plutôt idéologies très létales, qui sont la bioéthique, qui aurait dû être à la base notre garde-fou, mais aussi l'eugénisme et le transhumanisme. Sous l'inéluctable application de tout ce qui pourrait se faire, disparaissent les dernières lignes de résistance aux inéluctables transgressions. Toutes choses qui se passent se font parallèlement à ce que j'appelle la trahison des bioéthiciens, l'imposture bioéthique. À l'ancienne trahison des clercs répond aujourd'hui la trahison des bioéthiciens. Bioéthiciens, ils n'en ont plus que le nom puisqu'ils sont acquis aux transgressions et s'ils n'y sont pas acquis, ils sont complices de toutes les dérives qui sont générées par le refus obstiné de reconnaître le caractère sacré de la vie. Alors, peut-on résister encore à cette déferlante? La première réponse qu'il faille faire à est une réponse spirituelle pour lutter contre le dualisme anthropologique dominant. Nous vivons dans une anthropologie, nous vivons dans un univers numérique binaire. Le transhumanisme est dualiste. Or, ce n'est pas le hasard si le transhumanisme et le numérique ont beaucoup à voir en commun. Ces deux systèmes qui ignorent à la fois le tiers inclus et l'anthropologie tripartite, corps, âme, esprit paulinienne, sont des systèmes réducteurs et en ce qui concerne l'anthropologie, la conception dualiste cartésienne avait conduit à tant séparer le corps de l'âme qu'il devenait même difficile à Descartes de les rafistoler. Le risque du dualisme anthropologique résiste toujours dans l'inévitable tendance dialectique de privilégier l'une des deux parties du composé humain, allant jusqu'à la réduction de l'autre composant à un degré plus ou moins important, ce qui était advenu avec la philosophie des Lumières.
La vision anthropologique actuelle n'est que le résultat d'une pensée philosophique occidentale dualiste, héritée de la Grèce antique et reprise à la Renaissance, qui a considérablement influencé l'appréhension scientifique que nous avions de l'homme. C'est encore ce qui prédomine chez les transhumanistes. Leur dualisme implicite ne correspond pas à notre expérience spirituelle. Nous ne sommes pas des purs esprits utilisant un corps, mais des esprits incarnés. Le corps fait partie de notre humanité. Alors, je vous rappelle que dans le transhumanisme, il y a deux branches. Celle qui veut modifier la biologie, l'augmenter, faire un homme de plus en plus puissant sur les performances, sur la base biologique, et l'autre branche plutôt post-humaniste qui veut faire table rase de toute la biologie et s'intéressant au décryptage de l'intelligence humaine, la transférer sur un serveur. Alors, je sais que dans mon esprit, actuellement, je pense que plus rien n'est impossible, puisque le transfert de l'intelligence humaine sur un serveur est justement le travail de la société Calico, Silicon Valley, qui est justement gérée par Rex Kurzweil. Ce qui était advenu avec les Lumières, qui ne saisit que l'homme psychique, c'est-à-dire l'homme fait d'un corps et d'une âme, et encore l'âme se rabattant sur le corps, réflexion réductrice abolissant de ce fait les frontières entre l'humanité et l'animalité, ne considérant que la matière qui soit à éduquer, soit à améliorer, les transhumanistes, héritiers des Lumières, théorisent l'amélioration et le dépassement sous la doctrine, je dirais, vectorielle, prométhéenne et quasi démiurgique de la performance, malmenant la condition humaine. D'un côté, ils réduisent tout l'homme à de l'organique qu'ils entendent modifier. À ce moment-là, le transhumanisme est moniste, matérialiste et évolutionniste. Ça, c'est très important. De l'autre, par son mépris du corps et son désir d'en faire fi totalement, voire de s'en affranchir, et de ne conserver que l'esprit sur des serveurs. Même dans le cyborg, le transhumanisme trahit alors une tension dualiste qui n'est pas exempte d'un parfum de gnose. Gilbert Hautois, grand philosophe de cette pensée, dit qu'il reconnaît une frange prophétique quasi religieuse dans le mouvement transhumaniste. Je le cite, « On nous promet dans un futur proche qu'il nous sera possible d'optimiser nos capacités physiques et psychiques par la manipulation du génome humain. Même le rêve technognostique de l'immortalité semble désormais à portée de main par la transformation de nos identités en applications informatiques téléchargeables sur différents appareils. » Donc, ces deux voies transhumanistes, apparemment contradictoires, celle du corps perpétuel et celle de la conservation de la psyché sur des supports informatiques convergents, en quelque sorte, dans le cyberspace. Le grand message du cyberspace est « Nous vivons dans une cyberculture qui nous donne le pouvoir de nous élever dans le cyberspace
où nous pouvons surfer librement, débarrassés de toute contrainte de corporalité et de matière, au stade primal de la matrice dans la pure virtualité. Alors, que ce soit donc un homme hors sol futur, hors corps, ou simplement l'homme augmenté ou amélioré par la biomédecine, de toutes les façons, nous avons affaire à un homme technologisé. Il n'est plus question d'un homme naturel. Le corps devient un enjeu, nous le savons, économique, puisqu'il est marchandisé. Et plus encore est l'incorporation de la technologie dans le corps qui le met en relation avec un monde extérieur lui-même déjà ultra technologisé. Ce qui institue un nouveau rapport d'ordre technique entre l'homme et son environnement et modifie par voie de conséquence la façon de vivre, de sentir, de percevoir. En un mot, instaure irréversiblement une nouvelle manière d'être au monde. Le plus grave de ces dommages est naturellement l'atrophie, sans aucune douleur ni symptôme, sinon à long terme, d'un autre rapport à nous, au monde et aux autres êtres. Alors, c'est cette nouvelle manière d'être au monde, cette renaissance artificielle s'opposant à la deuxième naissance à l'esprit que le Christ propose à Nicodème, que nous entendons combattre avec des solutions alternatives en avançant des propositions, puisqu'il me semble que nous sommes en état d'urgence. Allora, di ciò che vengo esenta, en français, bon, en français, allez. Ce que je viens d'entendre, c'est bien. Mais il y a une chose que depuis le début de cette crise, toutes les religions confondues, j'ai entendu ça tout à l'heure, toutes religions confondues, il n'y a personne qui monte au créneau. Le pape vendu, les imams vendus, toutes venduti. Donc ils prêchent quoi? Quelle bonne parole ils veulent prêcher, ces gens-là? Vous l'avez zappé. À part s'engraisser eux aussi. Donc pour moi, ils sont dans le même bain. Ils sont dans la même baignoire que tout ce gouvernement, que je ne citerai pas de nom parce que ça ne porte même pas de nom. Le qualificatif n'existe pas dans le dictionnaire, je ne l'ai pas trouvé. Allez, au suivant. Vous pouvez intervenir, s'il te plaît. Attends, Juste une seconde, Jean-Claude. On est en place sur ton thème, là, je sais. Ouais, Thème de prédilection. Non, parce que c'est important ce que je dois dire, parce que il faut pas oublier que nous sommes en train de gagner. Parce que le problème, il est que scientifiquement, ils se sont plantés. Plantés parce que les nouvelles découvertes sur la conscience, sur la physique quantique, entre autres, qu'on connaît depuis plus d'un siècle, arrivent maintenant à démonstration que toute cette folie idéologique qui a été lancée par les transhumanistes dans les deux sens du terme, soit l'homme biologiquement augmenté, soit la conscience transférée dans des robots, ne marche pas. Nous savons maintenant par les nouvelles découvertes scientifiques que la conscience est quelque chose qui est en dehors de tout ça,
que la conscience ne peut pas être mise dans un système binaire. La matière n'est que conscience, justement, et énergie et information. Tout le système qui a été envisagé par ces fous ne tient pas la route scientifiquement. Et je citerai maintenant ce grand scientifique français et d'autres qui l'ont suivi et parallèlement, parce qu'il n'y a pas de hasard dans ce monde quantique, qui est Philippe Guillemont, qui a découvert, bien sûr, et démontré que l'âme existe et que tout le reste est complètement bidon. Tout leur système est bidon et d'ailleurs se casse la gueule. Cette espèce de fouture, comme il a appelé, est en train de se foutre en l'air. On a vu que cette pandémie s'est plantée, on a vu que cette guerre qu'ils ont lancée, ils sont foutus dedans, parce que rien ne marchera, parce que ce fantasme transhumaniste ne tient pas la route sur le plan scientifique. Les religieux sont perdus, étant donné qu'effectivement, ce monde de cette oligarchie qui a pris le pouvoir à partir de la finance internationale a acheté aussi bien les médias que les politiques que les religions, qui sont aux mains justement de ces systèmes financiers. Le pape n'est plus qu'un instrument de tout ça, comme les présidents de la République, Macron n'est qu'un instrument de tout ça. Et tout ça ne tient pas. Tout ça est en train de se casser la gueule. Ils se cassent la gueule magistralement devant nous. Toutes leurs tentatives se cassent la gueule. Alors c'est pour ça que j'ai voulu prendre la parole, pour vous remonter le moral, en disant que nous avons raison et que nous allons nous défendre et nous allons montrer que le vrai monde, c'est nous. Jean-Claude, hein? Patrick, il n'y a pas grand-chose à ajouter, simplement, il n'y a pas que le côté idéologie là-dedans, parce qu'il y a aussi un gros côté commercial. Tout à l'heure, on parlait de médecine, de soins. Je pense que depuis la fin de la Deuxième Guerre mondiale, depuis 1945, la plupart des facultés de médecine d'Europe ont été petit à petit contrôlées, c'est-à-dire les recteurs ont été mis en place par l'industrie pharmaceutique. J'ai eu l'occasion de connaître des médecins qui avaient été formés avant 1939, qui étaient capables de faire énormément de choses de leurs mains, qui étaient capables de faire des diagnostics très précis sans avoir de scanner, sans avoir d'échographie, sans avoir de scintigraphie. Ils savaient se servir de leurs mains, ils connaissaient les diagnostics, ils connaissaient des tas de choses. Et ils prescrivaient pas énormément de médicaments parce qu'ils n'avaient pas énormément aussi à prescrire. Et puis après, ça a changé. Et en fait, on a laissé s'abîmer les corps. On parlait de l'âme tout à l'heure et de l'esprit, mais on a laissé surtout s'abîmer les corps. C'est-à-dire que par la nourriture, qui depuis après-guerre est largement entrelatée, largement modifiée, largement intoxiquée petit à petit. Ensuite, par une pharmacopée qui est de plus en plus, c'est-à-dire qu'elle est en partie dangereuse quand elle est mal employée, donc sans vouloir trop critiquer la pharmacopée qui est nécessaire. Donc, on fait du soin, on fait du ravalement de catastrophes, mais on n'essaie pas de prévenir par une bonne alimentation, puisqu'elle est déjà pourrie au départ. On n'essaie pas de garder les corps en bon état parce qu'on ne dit à personne, mais il faut vous assouplir, il faut pas vous laisser rabougrir, il faut entretenir votre corps, ça c'est rare quand je l'entends. Hein. Donc il y a une espèce de volonté inconsciente qui a été petit à petit mise en place. Je pense dans l'inconscient collectif, même de la part de gens qui sont parfaitement honnêtes moralement,
mais qui ont été formatés comme ça. Et le résultat, ben, c'est depuis une cinquantaine, soixantaine d'années, quelque chose qui n'est pas bon dans le monde entier, hein, parce que maintenant, si on va dans les grandes villes d'Inde, ils ont les mêmes maladies que nous, hein, ils ont les infarctus, ils ont les cancers. Par contre, dans les campagnes, non. Hein. Dans les campagnes, ils ont les serpents venimeux, ils ont des problèmes de culture, des problèmes de faim, des fois, dans quelques régions. Mais voilà, quand on vit comme nous, qu'on se soigne comme nous, eh bien, on devient comme nous. Pareil en Afrique, dans les grandes villes, par contre, dans les campagnes, non. Donc, je pense qu'il y a un mode de vie qu'il va falloir changer. Ça va pas être facile parce qu'on est très habitué au mode de vie que nous avons. Hein. Ça, c'est clair. Moi, le premier, ça me paraît difficile. Pourtant, je pense qu'il faudra en changer. Donc, il faut changer tout ça. Il faut penser à avoir un esprit et un corps en harmonie et non pas essayer, comme le préconisent les transhumanistes, d'avoir un esprit éthérique parfait, le corps qui soit remplacé par une machine, quelque chose de... Voilà. Donc, il y a un travail aussi personnel à essayer de faire, un travail aussi d'enseignement peut-être. Parce que les enfants deviennent formatés aussi. Ils sont formatés depuis le plus jeune âge. Alors, on dit, oui, l'enseignement, mais il n'y a pas que l'enseignement, aussi l'éducation à la maison. Donc, tout le monde est formaté, on a tous été modulés comme ça de plus en plus. De plus en plus, mais c'était le cas il y a 30, 40 ans. C'était le cas, on s'en rendait moins compte. Et là, eh bien, la crise du Covid est un véritable révélateur, comme on dit dans la photo. Ça va tout d'un coup, tac, ça monte, ça apparaît. Tant mieux, hein, comme ça, on est encore à temps de faire quelque chose. Voilà. Donc, la naturopathie, toutes les techniques manuelles, la pharmacopée, oui, quand elle est bien. Et surtout, le rôle essentiel du médecin généraliste qu'on a escamoté pendant cette période. Hein. Rester à la maison, de le prendre, et quand ça va plus, vous êtes hospitalisé en réa, quoi. Donc, bon, c'est un schéma, mais voilà, il faudrait arriver justement au retour à une vie d'humanité, une humanité. Voilà. Je pense que j'ai plus grand chose à dire si quelqu'un veut prendre la suite. Je pose très bien parler. Alors, moi, je me pose la question. Avant, on allait au supermarché, on allait acheter des légumes, on se rendait compte que le légume était frais ou non parce que il pourrissait. D'accord? Là, les légumes, ils flétrissent, ils pourrissent même plus. Ils pourrissent plus. On les flétrissent. Bon. Voilà. Donc là, personne, depuis quelques années que ça existe, personne ne se pose la question, qu'est-ce qui se passe? Je dis basta, ça fait l'aiguille. Bon. Je vais acheter une boîte de petits pois, pour citer un exemple. Et je me dis, je suis devant le rayon, je me dis, elle sera bonne cette boîte. Ah, peut-être, peut-être. Et il y a un jeune qui passe, c'est très intéressant, il passe avec le téléphone, il me dit, mais tu n'as pas mis l'application pour voir si elle est bonne la boîte. Ah, je dis, bon, il faut une application pour voir si la boîte est bonne. Oui, oui, tu scannes et te dis si elle est bonne ou non. Oh là, c'est magique, ça, c'est bien. La technologie, c'est bien. Mais l'arrivée, pourquoi qu'on n'empêcherait pas de faire des boîtes pourries? On fait des boîtes bonnes, pas des boîtes pourries. C'est plus simple. Dans le temps, les boîtes, il n'y avait pas à les scanner. Les boîtes, elles étaient bonnes. Quand elle était emboutie, on savait qu'il ne fallait pas la manger parce qu'il y avait la rouille dedans. On se chopait, elle crève. Et là, même si elle est emboutie, on ne chope plus rien. Soi-disant. Alors, Gandhar me dit, c'est un cancer assuré. Voilà. Après, je demande pourquoi on a un cancer. Alors, au départ, je dis que
il faut faire le nécessaire pour commettre des petits pois qui sont bons à manger, pas des pourris. Voilà. Excusez-moi, je vais reprendre encore la parole, je suis désolé, mais je ne suis pas venu de quelque temps, alors je vais me décider. Voilà. Bon, écoute, il faut bien comprendre une chose et répondre à Jean-Claude sur ce que tu dis, toi, Pierrot, c'est que tout ça est bien entendu volontaire. Un malade rapporte de l'argent. Une personne bien en santé ne rapporte pas d'argent. Moi, je suis très mauvais pour le système, très mauvais. Bon, je suis tombé malade 3 semaines, bon, j'ai eu mon Omicron, c'est-à-dire que j'ai eu mon vaccin naturel. Voilà, je suis très content, je l'ai vécu, et maintenant, voilà, je suis vacciné naturellement et je me sens bien plus fort qu'il y a 3 semaines. Voilà. Et donc, il faut bien savoir que la nature est très, très bien faite. Voilà. Bon, maintenant, il est clair qu'on se sert, c'est-à-dire qu'on voit ce qui se passe dans les supermarchés et ce qu'on voit dans la médecine sur les corps, on rend les corps malades volontairement. Simplement, je veux rajouter à ce que vous avez dit tous les deux, que tout ça, c'est volontaire. Il ne faut pas l'oublier que c'est les gens qui ont pris le pouvoir sur la Terre en ce moment, ils l'ont pris, mais ils font que des conneries. Et ce qu'ils veulent, c'est nous réduire à zéro, nous réduire comme des robots. Voilà. Donc ça, il faut bien le comprendre. Tant qu'on n'aura pas compris ça, on va être comme des boules de ping-pong, on va aller d'un bout à l'autre, et de la guerre en Ukraine à la pandémie, au réchauffement climatique, et aller savoir quoi ils ont dans leur panoplie pour nous réduire. Donc il ne faut pas oublier ça. Une personne avertie en vaut 2, en vaut 1000. Voilà, nous sommes avertis, je le répète, excusez-moi si j'ai pris trop fois la parole, mais c'est pour se rappeler de cette chose essentielle qui nous tombe dessus et qui n'est pas tombée de maintenant. C'est un programme qui est établi par ces transhumanistes depuis fort longtemps. On a des écrits, on a les preuves de tout ça. Ils l'ont dit, ils l'ont fait. Et ils le font. Voilà. C'est à nous de ne pas marcher là-dedans et de le refuser. Et simplement le refuser, c'est pas la peine de se battre. C'est pas la peine de violence. Nous ne voulons pas ça. Nous ne le voulons pas, nous ne le faisons pas. Et d'ailleurs, on a gagné, parce que nous sommes ici tous j'imagine, tous des gens qui ont refusé le vaccin. On a refusé ça, on a refusé le masque, on a refusé tout ça, et alors, on est mort. Hein? Ils nous ont tués. On a résisté, on a dit non, et basta. Je me présente, je suis enseignante, j'ai été commencée par les maternelles, on va monter le micro. Ça marche. Donc voilà, c'est un peu donc ça va. Donc je viens de l'enseignement premier degré, terminé les dernières années par étant formatrice d'enseignement de premier degré. Donc j'aurais des choses à dire. C'est pas la première fois qu'on cite l'école, qui est la base de toute éducation, de toute instruction avec les parents. Et c'est pas je ne vais pas développer là-dessus. J'ai bien entendu ce que la personne a dit tout à l'heure. Et qui a été repris également par quelqu'un d'autre. On met souvent la relation entre l'état de nos enfants, d'âge scolaire, les adolescents en particulier, qui sont en grande souffrance, et l'état de l'éducation familiale. Alors, il faut savoir aussi que je pense que l'école n'est pas, on va dire, responsable du marasme dans lequel se trouve la société. L'école est le reflet de la société. C'est important de saisir la nuance, parce qu'on fait souvent la confusion et de dire l'école doit tout réparer. Et c'est pas
les gens qui ont du bon sens, qui disent ça, c'est le politique. C'est-à-dire qu'on charge l'école en disant ça ne va pas, donc on va réformer, et plus on réforme, c'est dans tous les domaines la même chose, et plus et moins ça va. Donc l'école française, c'est celle que je connais le mieux, a été pendant longtemps citée un exemple, c'était une des meilleures écoles du monde occidental, en s'appuyant notamment sur les théories de Maria Montessori, qui n'était pas française, mais dont on s'est beaucoup inspiré, notamment l'école maternelle française était inspirée directement par les travaux de Maria Montessori. Il se trouve qu'aujourd'hui, et depuis une quarantaine d'années, une trentaine d'années, sous la gauche du reste, on a complètement cassé tout ce qui pouvait marcher, et l'enfant est devenu aussi une marchandise. C'est-à-dire qu'on a ouvert l'école aux entreprises, on a ouvert l'école aux projets qui permettent aujourd'hui de dire à Macron qu'on va privatiser l'école, hein, tout simplement, l'éducation nationale, etc., etc. Donc tout est lié, tout se tient. Le projet de Macron, puisqu'il n'a que ce mot à la bouche, d'ailleurs il n'a pas de programme, il n'a qu'un projet. On se souvient d'il y a 5 ans, lorsqu'il a terminé son dernier discours de campagne, dans une manifestation hystérique de haute voltige, où il a parlé du projet. Effectivement, le projet, je pense que le projet, c'est le projet dont vous avez évoqué, c'est-à-dire le transhumanisme et la réduction de l'homme à la portion congrue, c'est-à-dire qu'il y aurait des hommes supérieurs, il y aurait une caste qui existe déjà, qui commence à pointer son nez, et donc une caste dirigeante, casser la classe moyenne, si tant est, bon, je suis pas, voilà, si tant est qu'il y en ait une, hein, bon, je pense que soit nous sommes, soit il y a les exploiteurs, soit il y a les exploités. Mais bon, admettons qu'il y ait une classe moyenne, et ce qu'ils veulent, c'est qu'il n'y en ait plus. C'est qu'on soit tous réduits à l'esclavage, c'est-à-dire la réduction, l'ubérisation, la réduction de tous les droits sociaux, etc., le droit du travail. Tout est lié, c'est-à-dire que véritablement, nous sommes dans une espèce de chaudron où ça commence à s'embraser. Alors, l'autre jour, je vais terminer là-dessus, et parce que le diable se cache souvent dans les détails, je triais des catalogues qui nous arrivent dans les boîtes aux lettres, des catalogues de supermarchés et d'hypermarchés. Et à un moment donné, je me suis rendu compte que dans le catalogue que nous venons d'avoir cette dernière semaine, eh bien, il y avait un QR code pour savoir, pour connaître la date de validité des promotions. C'est-à-dire que là, ça va, c'est fort, quoi. C'est fort parce que QR code pour le Covid, bon, il y en a qui ont résisté, hein. J'ai même résisté au vaccin. Mais voilà, donc il y a quand même de la résistance, etc., etc. Il y a des personnes qui n'ont même pas de téléphone, etc., et qui ont pour eux, téléphone portable. Mais là, ça veut dire que tout un chacun, une mère de famille qui veut savoir de quelle date à quelle date ces prix, ces promotions valides pour pouvoir faire des courses pour sa famille, ben, c'est obligé de. Donc, je veux dire, on voit bien que là, il y a vraiment une bascule pour robotiser, marchandiser. Bon, voilà. Et je pense que pourquoi ne pas lancer peut-être des actions très fortes. Je pense aux actions qui ont été menées par les camionneurs, les routiers, etc., en partant du Canada. Des actions d'envergure pour dire on jette les téléphones numériques, on n'en veut plus.
Et tant pis si on est isolé. Je ne sais pas, mais je pense que s'il n'y a pas des actions plus que symboliques, pas des manifs pacifistes, etc., c'est très joli, mais ça n'a jamais fait avancer le monde. Et je pense que nous devons chercher, moi je n'ai pas de réponse, j'ai que des questions. Je pense que nous devons justement faire un chaudron, cette fois, un chaudron d'où vont émerger des solutions, ou en tout cas des pistes pour nous sauver de cette emprise. C'est une véritable emprise. On parle de pervers narcissique, je suppose que tous ceux qui sont aux manettes le sont. Voilà, c'est pas la peine d'en chercher dans nos familles ou chez nous. C'est eux qui gouvernent. Nous en avons un magnifique qui est déjà réélu avant même d'être candidat. Donc, je pense que là, nous devons, pour nos enfants, pour ceux qui arrivent, de trouver des solutions. Voilà. Je vous remercie. Ça tombe bien parce que moi j'avais une chose à proposer, une seule, hein. C'était justement de voir avec certaines personnes, 4, 5 ou 10, de rester sans le téléphone portable. Bon, au départ, j'avais pensé à 2 semaines, mais peut-être que c'est un peu long pour un essai. Mais on va dire pour 5 jours ou une semaine, de laisser le portable de côté, se fixer un jour ou 2 dans la semaine de rendez-vous, savoir où on se retrouve, faire une balade, peut-être une balade botanique d'ailleurs, et de passer à essayer au fur et à mesure de s'entraîner plusieurs fois, et de passer à un autre mode de communication, essayer au moins, je ne sais pas qui ici serait d'accord pour essayer, on va dire 5 jours sans portable et qu'on se fixe un jour de rendez-vous ou 2 et qu'on communique sans portable. Ici, il y a un facteur, je ne peux pas dire où, mais peut-être qu'on pourrait s'en servir pour se passer des courriers. Peut-être quelqu'un a un cheval, voilà. Qui ici, est-ce qu'il y aurait 5 personnes au moins qui seraient prêtes à se passer du portable après? Sans tricher. Ou avec des radios, Ou des talkie-walkie. Ils sont où les talkie-walkie? Tu veux être pucé avant? Je pense qu'il faut médiatiser parce que si c'est mais déjà entre nous, faire un essai. Qui ici, parce qu'on parle de se simplifier la vie, c'est pour ça que je rebondis, depuis le début je voulais en parler, j'ai même parlé dehors, et tu parles des portables, de jeter les portables. Moi je propose qu'on reste 5 jours sans portable, on se dit ici, qui serait prêt à le faire? Moi. C'est déjà moi. J'ai commencé à le faire, hein. Vous ne m'avez pas dit pendant un moment. Ok, bon, ben on voit tout à l'heure, on essaie de mettre au point un jour ou 2 de rendez-vous et on se retrouve sans le téléphone. Et il y a moyen de le faire. Avant, on faisait 100. Pourquoi on ne pouvait pas? Mais il faut se réhabituer. Peut-être de l'inclure dans le programme de MAGA. Quelque chose qui soit un événement de mission. Alors, peut-être que tu veux reprendre la parole, Maga? Non, ça fait longtemps. Je vous entends. Il s'est endormi aussi. Non, je vous suis toujours, les amis. Tu as été déconnecté quelques fois, non? J'ai l'impression. Non, tout va bien, mais par contre, Régis, l'histoire du portable, je ne te suis pas, moi. Hein. Non, mais tu verras après, on va essayer, on va te montrer que c'est possible. Et... Sachant qu'on avait déjà tenté donc, de faire ce type de réunion à 5-6 personnes en disant on laisse les téléphones dans les voitures, on laisse les téléphones éteints. Alors tout le monde l'a fait à la première réunion. Et dès la deuxième réunion, il y a eu des risquilleurs. Hein. Donc c'est beaucoup plus dur que ce qu'on peut imaginer. Il y a une solution radicale, c'est se réunir à Capot. Et à Capot, qu'on ait le téléphone. Des endroits sans réseau, voilà. Marie-Jeanne, tu voulais parler, non? Donc, moi, je voudrais revenir sur l'éducation de nos enfants. Voilà, donc on a bien tous compris que si on veut changer le monde, c'est bien notre éducation qu'il faut commencer à... Changer d'autres mondes déjà. Alors, il en est modeste.
Donc, il faut commencer avec la façon dont on éduque nos enfants. Donc, il y a plein de très bonnes volontés, de gens qui ont commencé dans ce sens-là, comme Tonia l'a fait. Donc, voilà, parce que effectivement, ce qu'on leur apprend à l'école aujourd'hui, c'est d'être les plus beaux, enfin, à l'école et à la maison, il faut qu'ils soient les plus beaux, les meilleurs, qu'ils aient le maximum d'objets, qu'ils soient voilà, les plus... À la mode. Ouais, voilà. Et donc, du coup, ce qui se passe, c'est que tout ce qui est vraiment lié à ce que l'on est normalement, les êtres humains, ça passe à la trappe des sentiments, l'amour, le partage, tout ça, voilà. Au dépend de tout ce qui est matériel, de tout ce qui est superficiel. Voilà. Donc, effectivement, on essaye, quand on s'en aperçoit, au mieux de les protéger de tout ça. Sauf que ce que je voulais relever, c'est qu'aujourd'hui, et ça a commencé, on ne nous permettra plus de le faire, de les protéger. Parce que déjà, ça commence avec cette obligation, je crois que c'est en place déjà, l'obligation à partir de 3 ans. Voilà. L'école est devenue obligatoire à partir de la maternelle. Moi, je donne un petit exemple pour mes 2 filles. La première, elle a arrêté de faire la sieste très tôt, dès l'âge de 2 ans. Ce qui se passait, c'est qu'elle était méchante parce qu'elle empêchait les autres de dormir. Et puis la deuxième, eh bien, elle, c'est le contraire. Elle avait besoin de dormir plus et à l'âge de 4 ans, à l'âge où normalement elle passe en deuxième section, elle avait encore besoin de dormir. Et donc, elle, bon, bien, on l'a laissée dans un coin pour qu'elle puisse faire sa sieste. Donc, vouloir aujourd'hui obliger les enfants à aller à l'école à partir de 3 ans, enfin, ça impose. Jusqu'à maintenant, même les institutrices pouvaient négocier, envoyer les enfants chez leur, en fonction de ce qu'ils ressentaient. Voilà. Mais demain, ça sera plus possible. Et le système n'est pas du tout adapté pour s'occuper d'enfants de cet âge-là. Voilà. Donc, c'est une catastrophe. Voilà. Et aujourd'hui, c'est 3 ans. Et peut-être que demain, ça sera dès la crèche, en fait, dès 2 mois, parce qu'il faudra que tout le monde aille travailler. Donc peut-être qu'à 2 mois, on sera obligé de laisser nos enfants à d'autres, et ils seront considérés, ils seront considérés comme des robots. Voilà. C'est même pas des animaux, ça devient des robots. Voilà. Donc voilà, ce que je voulais soulever, c'est ce problème, sans compter que, effectivement, donc, beaucoup de personnes ont réussi à sortir leurs enfants du système scolaire avec ce qui se passait, on réagit au plus vite et comme il dit plus, sauf que là encore, ça ne sera plus possible. Donc, jusqu'à aujourd'hui, toutes les personnes qui étaient conscientes de ce qui se passait pouvaient encore agir. Sauf que maintenant, ça ne devient plus possible. Donc, il faut passer à des actions. Oui. Et encore. Oui. Moi, je peux prendre l'exemple de mon dernier, 3 enfants. Donc, il était sportif de haut niveau. Enfin, il est sportif de haut niveau. Il avait donc 14 ans. Jusqu'en 3e, il fonctionnait brillamment. Sauf que les 2 heures d'entraînement par jour, c'était du 5h, 5h30 le matin, il rentrait à 8h le soir, il était fatigué. Il y avait la distance, parce que nous n'habitons pas sur Ajaccio, il y avait la distance, les entraînements, c'était un train de vie infernal. L'inspection académique a refusé de le mettre par correspondance. Voilà. Donc, avant, vous avez pris les devants. Le plan, voilà. il date. Hein. Voilà.
C'est-à-dire qu'ils ont commencé à mettre des restrictions avant. Alors, certaines personnes ont aussi à passer au travers, je ne sais pas de quelle manière. Moi, je sais que d'autres, pour des enfants plus jeunes, les médecins qui avaient fait des avis médicaux pour les déscolariser ont été appelés pour vérifier. Voilà. Bon, donc ça devient très très dur, de protéger nos enfants. Donc, je pense qu'il faut vraiment qu'on mène effectivement des actions, pas forcément des actions violentes, mais des actions déterminées pour arrêter ça. Arrêter ça parce que sinon, demain, on ne pourra plus rien faire. Voilà. On pourrait solliciter les candidats aux élections sur les points qu'on soulève également. Chacun faire la même demande à chaque Juste encore une seconde, j'en profite, je suis peut-être pas toujours là, je suis désolé, mais je voudrais être positif. Aujourd'hui, je vais être positif. Je pense que nous n'y arriverons pas, je l'ai dit, je le redis, nous n'y arriverons pas parce qu'on va dire non. On s'y oppose avec les moyens que nous avons sans s'énerver. Parce que s'énerver, c'est créer des énergies négatives et qui vont dans leur sens. Ils veulent nous dire. Donc, calmement, restons calmes. Ils n'y arriveront pas. Nos gosses, on va les garder, on les garde. Et ils ne le feront pas. Comme on ne s'est pas fait vacciner, bon, même si certains ont dû le faire, voilà, ce n'est pas la mort, mais c'est une affaire politique. Nous refusons. Nous refusons tout ça et ça va changer. Et les esprits changent à une vitesse considérable. La prise de conscience est considérable. Et c'est dans la conscience, dans la prise de conscience, que nous gagnons. De plus en plus, nous gagnons. Leur truc fait flop de plus en plus. D'ailleurs, Poutine, il faudra lui donner le prix Nobel de médecine parce qu'il a réglé le problème du Covid en une semaine. Hein, qui c'est qui a pu faire ça? Raoult va te rhabiller. Hein. Bon, alors, donc, vous voyez que ça marche. Ça marche pas. Enfin, leur truc ne marche pas. Mais notre petite résistance est énorme. C'est pas parce que nous sommes 5 ou 20%, suivant les gens qui sont plus ou moins engagés, mais souvent, par passivité, même les 20, 35%, 40% de gens qui passivement refusent sont extrêmement actifs. Et le truc ne marche pas. Voilà, on est le petit caillou qui allons faire dérailler cette locomotive ignoble et immonde. Ah oui, juste une seconde. Excusez-moi, c'est sur les téléphones portables. Je ne suis pas contre la technologie. Il ne faut pas revenir à l'erreur en disant on va tout mettre en l'air. On va prendre le meilleur, de partout le meilleur. Et il est essentiel, cette technologie nous a aidés et nous aide. Donc, bien sûr, il ne faut pas être aliéné à notre téléphone, mais à la fois, il faut savoir s'en servir, et se servir de tout. C'est ça l'intelligence et la sagesse. Alors, je crois que quelqu'un... Tu voulais pas parler, c'était quelqu'un qui... C'est juste une petite question. Je suis vraiment d'accord avec toi, le fait qu'il faut rester positif et que de toute façon, dire non, c'est un effort. Après, j'avais une chose technique à propos de la sortie des enfants du système scolaire. Parce que en fait, ils sont au CNED quand on les sort. On a des cours quand même qu'on reçoit à la maison par courrier, on leur fait cours. Il y a deux formules CNED. Il y a une formule officielle avec des professeurs qui notent et après on décide s'ils passent. Voilà. Donc celle-là, il faut un certificat maladie, mais à partir du mois de septembre seulement. Donc, ceux qui ont normalement empêché un enfant sportif cette année de faire ça, c'était du zèle en fait, parce que c'est en septembre que ça rentre en compte. Et après, on peut, si on n'a pas le certificat médical, on peut le sortir, mais de façon, il fait le CNED à la maison, mais il n'est pas noté et il est complètement sorti du système. Il a quand même droit à faire des cours, il peut suivre, mais il n'y a pas un prof derrière qui vérifie qu'il est, voilà. Mais en fait, je parle de ça, ça peut faire un peu peur, mais moi, je pense que là, dans ce qu'on veut, on veut changer, il y a des mentalités ont changé, sont en train de changer très vite, mais est-ce qu'on veut revenir à avant le Covid?
ou est-ce qu'on veut autre chose, et qui veut, quoi. On n'est pas obligé de tous vouloir en même temps autre chose, quoi. Donc peut-être juste, par exemple, on est 5 à vouloir arrêter le portable, à s'entraîner, arrêter le portable, mais on n'est pas tous obligés de faire cet entraînement. Et du coup, est-ce que quand on sort son enfant, on estime qu'on a une capacité de l'accompagner en dehors du système, est-ce que ça fait partie d'un changement, de paradigme, quoi. Voilà, parce que ça va insuffler, ça va aller sur eux. Si on arrive en collectif à faire des écoles, des écosystèmes parallèles, évidemment, quand ils seront adultes, ils auront une autre vision que ceux qui, on ne sait pas où ils seront dans 20 ans. Mais voilà, est-ce qu'il n'y en a pas certains qui veulent déjà autre chose complètement, inventer quelque chose qui ressemble, mais qui n'est pas ce qu'il y avait avant le Covid. Donc voilà, la technologie, c'est qui, tout ça. Voilà, j'ai fini. Emilien? Oui. Emilien, excuse-moi. Juste une chose. Bon, moi, je vais devoir vous laisser. J'ai un autre Zoom à 20h. Je suis déjà en retard. C'est ma spécialité. On n'allait pas tarder. On allait conclure, nous aussi. Ouais, c'est ma spécialité. Alors, juste une chose. Les échanges de ce soir, qui sont de grande qualité, mais ça, je le savais, sont diffusés en direct. C'est-à-dire que vous êtes en live sur YouTube et vous pourrez le voir, le revoir et le partager parce qu'il y a des choses très, très, très intéressantes qui ont été dites ce soir et qui sont partagées par des gens qu'on rencontre au fur et à mesure, chaque fois qu'on se déplace avec les films, qu'il y a des échanges comme ça. Et à un moment donné, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que ce que vous pensez, ce que vous êtes en train de dire, d'autres le pensent aussi. Donc, ce lien-là et cet exemple que vous donnez est quand même fondamental. Donc, moi, je vous engage, chaque fois que vous faites des soirées comme ça, à trouver un moyen, même, vous voyez, la diffusion, elle est moyenne ce soir, en qualité, je veux dire. Mais au moins, on entend, c'est audible, les propos sont intéressants et ceux qui auront la patience de suivre ce live se rendront compte qu'ils ne sont pas seuls. Voilà, ça, c'est important. Voilà, je voulais vous remercier pour tout. Emilien particulièrement, André et tout le monde. Et je vous souhaite une bonne soirée et encore bravo à tous. Merci, bonne soirée. Buonasera. Ça dit? J'étais trop tranquille jusqu'à maintenant. Ouais. Non, mais parce que moi, je suis arrivé un peu en retard. Je sais pas comment travailler le sujet aujourd'hui. Je voulais juste témoigner de ce que je suis. Je suis paysan apiculteur, militaire politique, anciennement. Aujourd'hui, tout est chamboulé, tout mon référentiel est chamboulé et j'ai eu la chance de faire une école Montessori. Et je viens aussi d'une vie associative, on a expérimenté pas mal de choses sur Saint-Jean, à Casalupo, puis à Rennes, avec l'association Cyclopa. Alors, la difficulté de faire des constats et de vouloir produire un autre imaginaire. Bon, les constats, moi en tant que militant politique, c'est une cinquantaine d'années, je sais pas encore, ça fait quand même très longtemps qu'on fait le même constat, qu'on réfléchit à quelle société nous voudrions faire. Des intellectuels ont travaillé, des sociologues, le STC en Corse a travaillé, puisque en réalité c'est aussi ça, c'est-à-dire que des gens ont réfléchi à quelle société nous voudrions, une société de domination, une société débarrassée de toute forme d'exploitation, de domination, quel type d'école. Alors souvent je fais des digressions, on a eu la chance de partir au Pays Basque, de voir que là-bas il y avait des ikastolat, c'est-à-dire des écoles immersives avec un système pédagogique très particulier, où les enfants développaient
une intelligence collective. Et le français était amené vers le CM2 et les enfants rêvent en langue basque. Bon, donc on nous avait décrit comment dirais-je, un jeu, une chasse au trésor sur Bayonne, par exemple, et il y avait des écoles bilingues qui dépendaient donc de la République, et les Cachetola qui étaient des écoles sous contrat, mais avec cette pédagogie, des écoles militantes. Au départ animées dans des fermes, qui ont grandi, qui ensuite, dans des enseignants se sont formés, mais en gardant cette pédagogie particulière. Et on décrivait des enfants qui étaient capables, lorsqu'il y avait des problèmes, de développer des compétences imminentes pour contourner ce problème, alors que sur les mêmes problèmes, les autres enfants en école bilingue se disputaient. Donc c'était très intéressant. Et on a reçu aussi les calendrettes qui étaient à Ajaccio, à Casal del Popolo, qui sont des écoles occitanes, avec une pédagogie active, Montessori, Freinet. Et on a des enfants donc, qui développent un esprit critique, qui se sentent bien. Voilà. Alors, nous, la difficulté encore, c'est qu'il n'y a pas eu de volonté politique, puisque des gens ont réfléchi, des gens éminents comme Renato Pico, qui ont réfléchi et qui avaient créé toutes les conditions pour que ces écoles se mettent en place. Et en fin de compte, il n'y a pas eu de volonté politique de le faire. Alors, ce qui est dommage, puisque le mouvement national, qui devait être le moteur du changement historique en Corse, en fin de compte, aujourd'hui, est en cogestion avec l'État français. C'est un peu la bande dessinée Isnogoud, le calife à la place du calife, et on voit très bien qu'il n'y a pas de possibilité d'agir ni de faire. Donc, après, il faut quand même préciser que bon, je pense que la lutte des classes traverse le monde, elle traverse aussi le mouvement national, et aujourd'hui, c'est une partie d'une pensée politique qui n'a pas de problème avec le libéralisme, qui n'a pas de problème avec le marché, etc., qui est au pouvoir, et donc il y a rien d'étonnant. Alors, comment passer je voulais dire que c'est pas facile de faire une école Montessori, de se retrouver après, parce que j'ai fait l'école primaire, je me suis retrouvé après dans l'éducation nationale. C'est très violent. Très violent. Moi, je me suis retrouvé donc à une école où on était autonomisé, avec beaucoup de collectifs, etc., à devoir sauter dans un cerceau, à droite, à gauche, et alors qu'on faisait déjà du sport, avec des règles qu'on connaissait, etc. Je dis à la prof, mais moi je peux vous enseigner, on est sur un terrain de basket, je joue au basket depuis un moment, je peux vous enseigner les règles. Ah mais non, tu fais comme tout le monde, c'est terminé, ta gueule, connasse. Voilà. On est entré dans l'éducation nationale, c'est fait comme ça a été très violent, et en fin de compte, c'est difficile d'avoir un discours ensuite contestataire qui se construit, de vouloir. Moi, je suis pas fils d'agriculteur, j'ai pas de terrain, j'ai pas de savoir. J'avais envie. C'était un acte militant de s'installer au village, de vouloir produire donc je suis en nature et progrès. Donc là aussi, c'est une contrainte qui donc un bio militant, on va dire, qui est entre guillemets plus que bio, et c'est très compliqué en fin de compte d'assumer le fait de vouloir vivre quelque chose de différent, de ne pas faire société, d'être en marge. Comment être en marge sans être marginalisé? Comment parce que lorsqu'on s'installe, il faut lever les freins fonciers, il faut lever les freins techniques. Bon, après, en ce moment, il ne peut pas trop. Et puis une fois qu'on a fait tout ça, qu'on a produit quelque chose de qualité, il faut le vendre. Bon, on est obligé de. Si on s'installe seul dans un contexte qui est le contexte qu'on connaît de la grande distribution, même si chez nous, dans un petit pays, moi par exemple au village, il y a très peu de gens qui achètent du miel. Alors, je produis des Bastel et très peu de maire n'est jamais venu pour un atelier à Bastel. Il y a très peu de gens font cette démarche alors qu'ils vivent au village de venir acheter directement. Donc, en fin de compte, on doit jongler constamment entre ce à quoi nous désirons et avec la réalité qui est celle dans laquelle nous vivons collectivement. Donc,
Alors effectivement, il faut rester positif. Moi, ça m'a fait du bien de vous rencontrer depuis quelques mois, de voir qu'il se passe des choses. Je rencontre des gens que je ne connaissais pas, pourtant dans un petit pays. Lorsqu'on est monté ce qui m'a choqué, lorsqu'on est monté à Corté, c'est qu'en fin de compte, je n'ai vu personne que je connaissais. C'est-à-dire que j'ai vu beaucoup de gentillesse, de bienveillance, de discours très construits, d'intelligence, etc. Mais personne qui que je connais dans les cadres militants. Et donc, en fin de compte, en ce moment, il y a, tout mon référentiel est en train de muter, de maturer. Mais ce dont j'aimerais vous faire part ici, c'est, en fin de compte, moi, je suis ancré dans la pratique. J'aime théoriser les choses, j'aime les approfondir, les intellectualiser, mais j'aime exercer, comment dirais-je, mettre en pratique, être dans la praxis. Alors, comment, à partir de tous ces constats qu'on fait régulièrement, qu'on peut faire, qu'on peut amender, enfin, ce que nous a fait, c'était brillant, alors on peut être d'accord, pas d'accord. Ce que dit Patrick aussi est excellent. Pierrot, n'en parlons pas. Mais voilà, aujourd'hui, on est un certain nombre à se réunir régulièrement, à se voir. On a des choses qui font sens pour nous, qui font partie de nos utopies. Comment on peut définir quelque chose qui nous est commun en dehors de ce qui fait sens pour nous, en fin de compte. Et comment, concrètement, dans quelque chose qui va être de l'ordre de l'expérience, nous allons pouvoir exercer toute cette pensée critique qu'on théorise et d'une société dont on fait les constats qu'on ne veut plus. Et en fin de compte, c'est ça la difficulté. Alors nous, j'ai eu la chance de participer à certaines choses sur Ayatch ou au Rennes, où on a fait cette case à Diopope qui était exceptionnelle. On avait des petits rappeurs de Saint-Lucie, on a organisé les premiers marchés de producteurs à Ajaccio. C'était les gens du quartier de Saint-Jean qui vendaient des denrées. L'idée, c'était de provoquer la contradiction avec la grande distribution, ce qui s'est passé très rapidement, puisqu'à l'époque, Simon Renouch ne voulait pas du marché, enfin c'était Gabriel, et on s'est retrouvé avec une menace pour les petits producteurs du bassin d'Ayatch, en leur disant des grandes surfaces, si vous allez chez eux, vous ne venez plus chez nous. Donc bon, ils nous ont lâchés. Les copains de Hertz-Fourgon, on a fait le tour de Corse, et moi qui fais signer les pétitions, j'ai fait signer 2000 pétitions, ça veut dire qu'au moins 2000 personnes étaient venues à ce marché. Donc on a profité pour faire un vide-grenier. Il y avait Ascola di Cante, de pauvre Nathalie Luchan. Il y avait des vides-greniers qui étaient organisés. Donc il y avait une dimension populaire où, en fin de compte, ce à quoi on aspirait, puisque nous on a toujours dit que la manière dont on agit entre nous préfigure la société qu'on voulait pour demain. Alors évidemment, on faisait de la politique, mais c'était un endroit qui s'est fait un peu sur les Gazstati au Pays Basque, qui sont des lieux, des endroits désaffectés où les gens se réapproprient les lieux, en fin de compte, et ils produisent du sens avec des règles. Donc, pas de propos homophobes, pas de propos sexistes. Donc, on essaie de produire aussi de la pédagogie, d'accepter l'autre dans son altérité, mais en même temps de montrer une voie et de définir ensemble ce qui compte pour nous et comment régulièrement on revisite toutes ces choses avec les nouveaux arrivants et comment, à travers cette expérience collective, on se redonne de l'espoir et on crée des choses qui alimentent le quotidien de chacun. Et on a vécu des moments de vie exceptionnels. On a organisé les repas ouvriers, on a fait le Noël pour les SDF, et avec le secours populaire. Et en fin de compte, c'est des choses qui sont concrètes. Voilà. Donc, comment à partir... alors, on va continuer à faire des constats. Là, il se passe tellement de choses qu'on aura un besoin de hiérarchiser un peu tout ça. Alors, l'intelligence permet aussi de les analyser de plusieurs manières différentes. Donc, il faut accepter qu'on puisse les analyser de manière différente et de confronter tous ces points de vue. Donc, mais enfin, tout ça, on pourrait le faire pendant des années, pendant longtemps, sur un sujet particulier, voir les choses de différentes manières, structurer sa pensée sur ce sujet, etc., etc.
Moi, enfin, concrètement, ce qui m'intéresse, c'est aujourd'hui, c'est comment à partir de, c'est important de faire des constats, mais comment à partir de, comment on produit un autre imaginaire collectivement, comment l'Assemblée ici, qu'on dira souveraine, est capable de décider collectivement qu'elle peut commencer à contribuer collectivement. Faisons-le. Voilà. On le fait. Et faisons-le savoir. Et communiquons là-dessus. On va formaliser ces certains. On y tend, on va le faire. Mais on peut même dire que le fait de se retrouver pour évoquer notre quotidien. C'est déjà être en rupture avec le modèle qui est imposé. Après, il est vrai que au-delà du discours, il faut qu'on s'inscrive dans une pratique. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait des projets qui se concrétisent. Il faut que nos idées, que nos projections, alors, se sachent, après, se sachent à l'échelle de là où ils sont dérivés. Est-ce que aujourd'hui. Parce que moi, je prends beaucoup. On n'a pas arrêté, hein. Je prends beaucoup à la contagion. Oui. Parce que c'est des choses qui naissent, qui sont mal le coup d'être vécues, d'être pensées, d'être formalisées. Je pense que c'est aujourd'hui la communication est. On peut pas, excusez-moi de se couper. Non, mais voilà, donc c'est juste pour dire que si ça reste en vase clos, ça ne va pas servir à grand-chose. Je pense qu'il faut, il y a des journaux, il y a des tas de choses, il y a des médias, il y a machin, il y a des supports YouTube, etc. Et de faire en sorte que je me souviens que la campagne de Mélenchon, il y a 5 ans, dont j'ai participé activement à l'époque, parce que bon, c'était le seul qui voulait renverser la table. Il a pris les choses, enfin, je veux dire, s'il est arrivé presque au 2e tour, c'est que il a fait sa chaîne YouTube, il a fait sa télé YouTube, etc. Quoi. Ils sont allés voir ce qu'Obama avait fait. Je crois que sans aujourd'hui la médiatisation de ce qui réussit, hein, je dis bien ce qui réussit, de ce qui est positif, ça me semble essentiel. Après, voilà, je voulais mettre juste la limite à ça, c'est qu'on peut pas non plus, on n'est pas dans un truc de prosélytisme incessant, quoi. À un moment, on peut pas forcer les gens. Quand on voit aujourd'hui que même face au constat, bon, je vais revenir sur le sujet du vaccin, mais face au constat que certains ont chopé des formes graves après 3 doses et tout, ils continuent à dire. Non, mais je veux dire, il n'y a pas de forcer, mais même en leur présentant les choses, ça séduira pas tout le monde, quoi. Je veux dire, donc ça. Il faut non, mais c'est pour ça. Il ne faut pas non plus faire d'illusions en pensant que tu as parlé de contamination. Donc la contamination, la contagion, voilà, la contagion. Donc la contagion, elle se fera, même si elle se fait à petite échelle, il ne faut pas être frustré, quoi. Et médiatiser, oui, on a tous essayé de médiatiser des actions, etc. Confiance et patience. Juste un mot sur la communication. Sur la communication ou la médiatisation. Quand on voit qu'on a un modèle dominant, que l'essentiel des médias sert et promeut ce modèle dominant, je ne suis pas sûr qu'on fasse juste route en imaginant qu'on va pouvoir développer une information. Par contre, je crois effectivement à la force de l'exemple. Et finalement, à partir de nos réflexions, proposer des modèles alternatifs et les mettre en œuvre à notre échelle. Moi, je n'ai pas la prétention de remuer le monde complètement, mais déjà offrir un autre monde. Voilà, en tout cas, voilà. C'est-à-dire c'est-à-dire qu'en fait, poser déjà le problème, le nommer, c'est déjà un premier pas qui ne nous est pas tellement autorisé. Où sont aujourd'hui les lieux de socialisation pour aborder notre quotidien? Où sont-ils? Ils sont sur BFM, ils sont sur CNews, avec la zapette comme seul moyen de dire d'intervention. Alors, aussi, ils étaient dans les bars jusqu'à un certain point, parce que, mais je reviendrai une autre fois peut-être, parce que j'ai été historien des cafés, donc j'ai beaucoup travaillé sur ça. Mais tout à l'heure, on évoquait la question de l'éducation. Si aujourd'hui, grâce à des initiatives courageuses, généreuses,
c'est-à-dire des porteuses d'espoir. Et je répète cette formule qu'on a utilisée pour les deux. Bernanos disait l'espoir, c'est un risque à courir. Courons. Et si, à partir de ces initiatives-là, des écoles alternatives inspirées de Montessori, de Céline Alvarez, qui a fait des travaux tout à fait remarquables, eh bien, se réalisent des opérations, des modèles. Ils deviendront modèles par eux-mêmes. Quand les parents verront leurs enfants scolarisés, normalisés, enfermés, masqués, et à côté de leurs camarades, qu'ils seront épanouis, qui seront curieux, pas forcément toujours très sages, mais heureusement, eh bien, je pense que là, je veux dire, se fera, je veux dire, la réflexion, se fera la contamination. Parce que là, je veux dire, un modèle pourra peut-être, l'objectif, c'est pas de l'emporter sur un autre, mais de considérer qu'on puisse faire le meilleur que l'on pense pour les nôtres, c'est-à-dire les nôtres, c'est pas que notre famille, c'est ceux avec qui l'on vit tous les jours sur un territoire donné. Bien, occupons ce territoire, modelons ce territoire, faisons de notre territoire une terre d'avenir. Et effectivement, moi, je suis d'accord aussi sur la question de la contamination. J'ai même une théorie sur la prise de la glace. Avant que l'eau qui est confrontée à une baisse de température ne devienne solide, elle est liquide. Et puis subitement, elle devient solide. Si ici, là, à côté, un peu plus loin, un peu plus haut, un peu plus bas, des initiatives comme ça voient le jour, tôt ou tard, elles se réuniront et on verra que finalement, on peut inventer une société au service des personnes qui la font, cette société, c'est-à-dire nous, et que c'est par cette capacité, je veux dire, à croire dans nos possibilités et pas justement à être dans la délégation. Finalement, on rejoint aujourd'hui le problème de la crise démocratique qu'on a évoqué les fois précédentes, c'est que la démocratie représentative participe d'une forme de démission. Eh bien, refusons de démissionner, refusons de nous soumettre et à l'échelle de notre territoire, inventons des formes nouvelles pour vivre ensemble, mais pas dans ce vivre ensemble qu'on essaie de nous vendre justement, je veux dire, par médias interposés, mais pour vivre réellement à partir d'une solidarité, d'une intelligence, de l'intelligence collective que c'est dont il nous a parlé quelques fois précédentes, qui est effectivement, je veux dire, ce qui donne tout un sens et une réalité, une espérance au fait de faire une société. Alors, moi, j'avais... Allez, le mot de la fin pour après, on continuera en off. C'est le mot de la fin, je vais te donner. Alors, tout est basé sur l'espérance, de ce que j'ai entendu il y a 2 secondes. Alors, moi, le mot de la fin, il est simple. Chi campa sperando, muore cagando. Alors, ça, c'est pas pour moi. L'espérance, il la faut, mais moi, je préfère bâtir et faire de bonnes assises et monter les murs. Alors, si tout le monde a capito. Ben oui, non, mais... Après, ce que dit André, c'est ça. Hein. Oui, oui. On donne l'exemple, pas forcément. Moi, je suis pas trop. Moi, c'est ma conclusion. C'est une chose, on n'est pas obligé. Mais par exemple, faire construire des choses entre nous à notre échelle, et petit à petit contaminer les autres, et en voyant que rien que des réunions comme ça, on s'est vu, ça va donner l'envie de faire d'autres personnes, des réunions de ce style. Après, on peut se regrouper à plusieurs réunions différentes. Et voilà, donc, oui, je crois qu'il faut. Ça, c'est un moyen de construire des choses, de faire ce qu'on fait. Et puis, les gens qui veulent rester enfermés, ils n'ont pas de rester enfermés. Et quand on construit un mur, on espère ça va tenir. Donc, on est dans le. Allez, commentaire de quelqu'un qu'on n'a pas entendu ce soir. Oui, effectivement, il faut construire, co-construire, partager et développer une alternative à la société, au mode de fonctionnement actuel. Il ne faut pas oublier que le système est extrêmement oppresseur et que dans l'ensemble des initiatives qui pourront être prises, il va aussi être capable, il faudra être capable de se protéger et de protéger, je dirais, les activités qui vont être faites. Je pense particulièrement à l'aspect éducatif, l'école à la maison et tout ce qui tourne autour de ça. Ça, c'est quelque chose qui sera combattu, à mon avis, avec férocité. Et donc, je pense qu'il faut prendre des initiatives, mais il y en a
Il y en a, il faut pouvoir les exposer, les médiatiser. Et il y en a d'autres, il faudra être très discret sur le sujet. Donc, mais ça, ça fait partie de l'intelligence, je dirais, collective à mettre en place. Ouais.